Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 29 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés avec les bourses européennes qui ont donc un peu terminé, on va dire, en ordre dispersé mardi, des résultats plutôt mitigés et bien évidemment toujours les incertitudes sur le plan de relance américain, suscitant la prudence des investisseurs. Alors, les négociations au Congrès américain sur le plan de relance s'annoncent difficiles après la présentation par la majorité républicaine au Sénat de sa version d'un plan de soutien de 1000 milliards de dollars qui a suscité une opposition immédiate de la part des démocrates et de certains républicains. Alors, les investisseurs, eux, comptent sur ce plan pour soutenir le rebond de l'économie américaine, alors que des mesures exceptionnelles d'indemnisation dont bénéficient des millions d'Américains au chômage expirent en fin de semaine et que le coronavirus, comme vous le savez, eh bien, continue de se propager assez rapidement dans le pays, ce qui a encore provoqué eh bien, la fermeture partielle, en tout cas, de certains magasins. L'autre événement de la semaine qui suscite aussi la prudence est la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Néanmoins, même si les marchés n'en attendent pas grand-chose, Jérôme Powell pourrait cependant laisser entrevoir des mesures euh, qu'il déploierait en septembre ou au cours du quatrième trimestre 2020. Côté US, justement, eh bien Wall Street a clôturé en baisse, pénalisé aussi par des résultats assez décevants, on va dire, et des incertitudes liées à la pandémie et aux négociations, comme je vous le disais, au Congrès sur le plan de relance. Républicains et démocrates sont confrontés à une tâche assez difficile d'aplanir, on va dire, leurs différends sur le plan de relance à seulement 4 jours de l'expiration des indemnisations dont bénéficient des millions d'Américains actuellement au chômage. Alors la majorité républicaine au Sénat a présenté lundi sa version d'un plan de soutien de quelques 1000 milliards de dollars, donc soit 850 milliards d'euros, à l'économie face à l'épidémie, mais la proposition a suscité une opposition immédiate de la part des démocrates qui jugent ce plan insuffisant et de certains républicains, au contraire, qui l'estiment à l'inverse trop coûteux. Donc là, actuellement, on est en pleine négociation et ça s'annonce assez compliqué à 4 jours de l'expiration des indemnisations. Enfin, ce jeudi, ce sera au tour des 4 géants américains de la tech de faire part de leur bilan de santé trimestriel, Alphabet, Apple, Facebook et Amazon. Mais auparavant, eh bien, les patrons de la tech devront répondre ce mercredi aux questions de la commission judiciaire de la Chambre des représentants qui enquête sur d'éventuels abus de position dominante de ces entreprises et sur la pertinence des lois antitrust existantes. Côté macro, eh bien justement, pour expliquer avec un graphique ce que je viens de dire sur le nouveau plan de relance, ici, cela concerne eh bien, les ménages américains, puisque plus de 40% des locataires américains risquent d'être expulsés. Et le moratoire fédéral sur les expulsions étant expiré ou arrive surtout à expiration, d'où l'importance de ce fameux plan de relance de 1000 milliards. Et bien évidemment, les investisseurs comptent sur ce plan pour soutenir le rebond et surtout les mesures aussi exceptionnelles d'indemnisation dont bénéficient des millions d'Américains au chômage expirent aussi en fin de semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, c'est un pays de consommateurs, ils vivent bien souvent à crédit et ont très peu d'épargne. Et là, actuellement, on se trouve quand même dans une situation assez critique
Ici, c'est en fonction des États. Et on constate qu'on a quand même quasiment plus de 40% des Américains qui risquent d'être expulsés. Donc le sentiment de revivre un peu ce qui s'est passé en 2008. Et je vous laisse imaginer et dresser le tableau assez sombre si cela devait être le cas et si les ménages américains se trouvaient au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, dans l'incapacité de payer leur loyer, faute d'épargne ou faute d'un plan de relance avec de nouvelles indemnisations. Donc, à surveiller de très près cette donnée basée sur les locataires américains qui pourrait bien évidemment s'aggraver en cas si les républicains, du moins et les démocrates, ne tombent pas d'accord sur un plan de soutien assez rapidement. Ici, bilan de la BCE, nouveau record cette semaine. Encore une fois, le bilan de la BCE a atteint quasiment 6 352 milliards d'euros, alors que Christine Lagarde continue d'imprimer et de faire gronder la presse à billets. L'actif total, lui, a augmenté de 28 milliards quasiment d'euros grâce à l'assouplissement quantitatif. Et désormais, le bilan de la BCE équivaut à 53,3% du PIB de la zone euro contre 32,3% pour la Fed. Et là, on est hors catégorie, celui de la BOJ, bien évidemment, de la Bank of Japan, qui représente quasiment 120% du PIB. Enfin, pour terminer, ici, c'est un graphique représentant le Dow Jones actuel vs le Dow Jones en 1930, sans pour autant être superstitieux, mais certains analystes laissent à penser en tout cas que la situation actuelle aux États-Unis et le choc et la récession historique qu'on est en train de vivre d'un point de vue mondial, mais aussi aux États-Unis, surtout avec la résurgence de nouveaux cas de Covid, pourrait pénaliser fortement cette reprise économique et on pourrait assister à une grande dépression boursière. Et donc là, une équipe de recherche a comparé, comme on dit souvent, du moins à comparer le Dow Jones actuel avec le Dow Jones en 1930. Et d'un point de vue de l'analyse technique, l'un des fondements de l'analyse technique est que l'histoire se répète. Voilà pourquoi on a pu identifier des patterns ou des figures de retournement à travers les prix, puisqu'on constate que ces situations apparaissent et que l'histoire passée n'est qu'une représentation de l'histoire future. Et là, actuellement, on constate un peu le même schéma, le même comportement durant la période de 1914 à 1929, avec la période de quasiment 1995 à 2020, surtout la dernière accélération avec une hausse de quasiment 360% depuis 2009. Là, on était sur quasiment 500%, une chute de moins 48, moins 38. Et là, actuellement, on a quand même engendré un rebond de plus de 51% quasiment, actuellement en plafonne. En 1930, lorsque les marchés ont lâché, pareil, on avait retracé quasiment le niveau 50% de Fibonacci, on était monté au niveau des 50 et on a fait un rebond de 47. Et effectivement, si on assiste vraiment, comme je vous le disais, sans pour autant être superstitieux, toujours à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais en cas de nouvelles rechutes et de comportements, on va dire, assez mimétiques des prix et des investisseurs, et en cas de scénario de grande dépression, peut-être que le pire est à venir. Côté graphique, comme d'habitude, on va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 porté par de bons résultats ce matin, assez encourageant. Alors, la séance d'hier a été cruciale puisque voilà, le niveau clé
pour éviter une dégradation et une correction importante, c'était les 4930 points. Ce niveau correspond à la borne basse du canal haussier, couplé à la moyenne mobile 50, et c'est aussi un niveau, bien évidemment, de support horizontal qui a été testé à de nombreuses reprises par le passé. Et là, actuellement, eh bien, on se trouve toujours à la croisée des chemins sur l'indice CAC 40, cette sortie de triangle validée, confirmée pour moi avec une incursion, très clairement, une clôture sous 4930 pour moi déclencherait un signal de vente avec comme objectif 4700, puis 4550. Et actuellement, ici, c'est la zone d'indécision. On peut potentiellement aussi avoir un pullback pour venir combler le gap. Vous voyez qu'on a laissé un gap ici ouvert quand on a gapé la borne basse. Donc, il y a un trou de cotation. Les prix pourraient très bien faire un pullback et confirmer ce pullback via la cassure des 4930 points avant d'accélérer sur les différents niveaux de support. Alors, ce soir, on a le discours de Jérôme Powell et demain, on a aussi pas mal de résultats. On en avait quelques-uns ce matin, mais la journée la plus chargée pour le CAC 40, c'est celle du 30 juillet. Et le soir, après clôture, bien évidemment, on a les géants de la tech, donc Apple, Facebook, Amazon. Et oui, Apple, Facebook, Amazon et Alphabet, qui devraient publier, en tout cas qui vont publier leurs résultats, et cela devrait logiquement créer quelques turbulences, je pense, sur les marchés et une hausse de la volatilité. En données 4 heures, si on essaye d'affiner, pour le moment, pas grand-chose. On tente toujours de sauver le support et derrière, pour le moment, on est simplement sur un rebond technique, je dirais. En cas de cassure au-dessus de la MM50 vers les 5920 points, prudence, peut-être qu'on pourrait avoir un dysfonctionnement de ce triangle, en tout cas il serait plutôt invalidé selon moi si on repasse au-dessus des 5050, mais pour le moment on chute quand même depuis une semaine. On a trouvé un appui sur le fameux support, rebond technique pour moi qui est en place. Les indices sont attentistes. On est vraiment dans une phase d'hésitation. Je ne pense pas qu'on va prendre une direction claire avant les grandes annonces, que ce soit la Fed ou la publication des géants de la tech et même de certains secteurs. Je pense aussi à Boeing, enfin, des gros poids lourds qui doivent publier entre aujourd'hui et demain. Donc, ça permettra d'avoir un peu plus de visibilité, mais pour l'instant, le sentiment quand même d'avoir des indices à bout de souffle, mais qui tiennent encore la route, qui gardent le cap en tenant leur support, mais la dégringolade n'est pas très loin, en tout cas, il manque pas grand-chose pour créer vraiment une accélération. Donc, j'ai envie de dire, attention aux publications décevantes à venir. On pourrait vraiment assister à une prise de bénéfices de la part des investisseurs durant le mois d'août et à une correction de marché assez importante. Concernant le DAX, alors, sortie de canal, oui, mais non. Pourquoi? Parce que sortir d'un canal haussier via un range, je ne considère pas ça comme une sortie de canal. Là, les prix n'ont rien fait. Pour moi, le niveau à franchir, c'est la zone de support avec une bougie flux. Donc, c'est les 12 775 points qui permettrait vraiment une accélération sur 12 575 et 12 300 et enfin objectif à 12 190 voire 12 030 points. Pour l'instant, très clairement, hier, on a clôturé sur la borne basse du canal et aujourd'hui, eh bien, les prix sortent, mais grâce à une phase de latéralisation. Donc ça, ce n'est pas suffisant pour affirmer qu'on a une
sortie de canal, vraiment. C'est comme sur le CAC, actuellement on est sur la borne basse, il aurait fallu une bougie flux, et voilà, ici si on avait une bougie flux, oui, on peut parler de cassure. Là actuellement, on est dans une phase finalement de latéralisation, et si on continue à latéraliser de ce genre, eh bien on peut tout simplement assister à une phase de range à venir. Donc pour le moment, pareil, si le CAC c'est 4930, pour moi sur le DAX, ce serait plutôt la zone 12 775 points à surveiller pour créer une accélération baissière. Mais encore une fois, on constate quand même de l'essoufflement sur l'ensemble des indices, que ce soit ici avec le bull trap qui a créé une étoile filante en hebdomadaire, et depuis le début de la semaine, eh bien, il se passe quand même pas grand-chose sur l'indice, soit dans l'attente d'un catalyseur, donc avec les publications de sociétés à venir entre aujourd'hui et demain, soit le sentiment d'un marché qui manque de carburant et qui risque de corriger à la moindre étincelle. Pareil, si on affine en données 4 heures, voilà, on a un double niveau, que ce soit la moyenne mobile 4 heures ici, où les prix sont repassés en dessous de cette moyenne mobile 50, mais le support tient, on teste vraiment ce niveau, voilà, l'ancien top quasiment, on est à peu près dessus. Si on prend les mèches, moi c'est vraiment ce palier-là qui m'intéresse, les 12 775 points. Et tant qu'on tricote, eh bien, phase d'indécision. Pour l'instant, des achats pour essayer d'aller rejoindre les 12 956, pourquoi pas, 12 950, 12 980 points, et je pars quand même dans un scénario d'essayer de trouver plutôt des signaux vendeurs à l'approche de cette zone de polarité sur des unités de temps plus courtes pour déclencher un signal swing. Derrière, si on retombe sur le support et qu'on accélère, on pourrait vraiment partir, opter en tout cas, pour une stratégie swing pour, du moins pour les jours à venir. Le Dow Jones, lui, a plutôt cédé du terrain quand même hier, validant son double top. On va basculer en données daily. Alors, cassure de l'oblique à confirmer, bien évidemment. Là, pour le coup, l'oblique est en train de céder. Sentiment d'indice à bout de souffle, comme je vous le disais, hein, finalement on plafonne, il ne se passe pas grand-chose depuis quasiment 3-4 semaines. On est toujours sous la fameuse zone, on casse l'oblique, double top en action actuellement. Donc plusieurs éléments techniques qui plaident pour une correction à venir en tout cas. L'indice montre des signes de fébrilité, je trouve. Si on bascule en données 4 heures, voilà. Le double top, lui, a bien été validé. Et pour moi, l'objectif reste toujours les 26 000 points. Dans un premier temps, si on regarde les futurs actuellement qui sont flat, voilà, exactement, les futurs sont flat. Voilà, on a vu la cassure ici, tentative de faire un rebond, mais finalement, clairement pas invalidé. Et là, belle cassure, et l'objectif, voilà, c'est d'aller chercher quasiment 600 points plus bas. 600 points plus bas, c'est l'objectif dans un premier temps. Et par contre, en cas de résultat décevant de Apple, même de Boeing, mais Boeing, ce qui compte, c'est surtout de savoir si c'est moins pire que prévu, car on sait que les résultats vont être horribles. C'est juste faire meilleur que prévu. Donc, avoir la perte que Boeing va réaliser. Mais en cas d'effondrement vraiment des bénéfices, du chiffre d'affaires et d'une perte colossale, eh bien, retour sur 24 770, et pareil pour Apple. Pour rappel, Apple
et Boeing sont les deux plus fortes pondérations au sein de l'indice Dow Jones. Donc, leurs résultats vont être scrutés vraiment minutieusement. Côté Forex maintenant, l'euro-dollar. L'euro-dollar se stabilise, pour l'instant maintenu en échec sur la résistance des 1,1745. À court terme, ça consolide, toujours pas de signaux de retournement, un objectif majeur quasiment atteint vers les 1,18 avec cette sortie de drapeau. Ça temporise, voilà, ça temporise pour le moment sur l'euro. Retracement, c'est encore un peu tôt. On voit quand même qu'on a réussi à avoir un niveau technique, voilà, le niveau des 1,1745. On est venu le taper sur excès, finalement, on a réintégré en dessous. Et là, derrière, on a tenté pareil de reconquérir les tops. Et finalement, on est encore maintenu en échec. Et derrière, si on affine en données 4 heures, range. Voilà. On a un range et potentiellement, je dis bien, un double top à la clé. Mais vraiment un double top de très court terme. Mais sinon, pour l'instant, on est très clairement dans un range. Donc pour les traders intraday, voilà, vous avez la possibilité d'effectuer un trading range entre les deux bornes. Et pour les autres qui cherchent à se positionner sur l'euro-dollar, soit d'attendre la cassure par le haut pour aller chercher de nouveau plus haut, ou au contraire, cassure ici des 1,17 qui ouvrirait la voie à un double top avec un retracement sur notre fameuse oblique hebdomadaire ici pour venir faire le pullback. J'attends pour ma part un pullback sur cette oblique pour confirmer la cassure. On a eu certes un magnifique rallye. Je trouve qu'on est monté un peu haut, un peu vite. Et je m'attends à un retracement sur l'oblique, voire sur les 1,1590 dans les prochains jours. L'euro GBP, on va s'intéresser aux paires en euros. Aujourd'hui, l'euro GBP, on l'évoquait dans les stratégies bourse hier avec cette fameuse oblique qui venait coiffer les prix. Pullback, anticipation du range à venir. Donc, magnifique chandelier ici de retournement avec un avalement pile poil sur la borne haute et sur la fameuse oblique qui sert de résistance. Donc, zone de convergence ici, que ce soit par une résistance horizontale ou par une oblique haussière. Derrière, avalement. Donc, trading range à venir avec aller chercher la moyenne mobile 50 et le milieu de range correspond très clairement à ce niveau-là, ici. Voilà, les anciens tops, milieu de range et même 50. Et en cas d'incursion sous ce niveau, d'aller chercher les 0,8942. Et derrière, soit couper complètement sa position pour faire un reverse et partir dans une nouvelle phase, dans une nouvelle rotation, ou potentiellement, pareil, un double top. Mais très clairement, actuellement, la dynamique de l'euro GBP est assez claire, c'est des ranges en range. Ici, on avait un premier range, cassure par le haut. Ici, pareil, range, cassure par le haut, range, cassure par le haut, nouveau range. Donc, techniquement, on est en sein. La dynamique, elle, s'inscrit au sein d'une tendance haussière. De ce fait, on a quand même une probabilité plus importante d'avoir une sortie par le haut que par le bas. Toutefois, cette théorie se vérifie un peu moins sur le Forex, étant donné que c'est un marché de range et qu'elle fonctionne beaucoup mieux sur le marché action. Mais comportement assez mimétique des prix depuis plusieurs semaines, à savoir des ranges, toujours sur cette paire, donc phase de ping-pong entre les deux bornes, et donc chercher à se positionner soit sur la borne basse, soit sur la borne haute, ou bien pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le trading range, d'attendre la cassure
pour accompagner le momentum à venir. L'euro face au yen, range aussi, encore une fois, avec un magnifique pendu qu'on avait eu, mais un peu invalidé selon les deux écoles, l'une qui considère qu'on a le pendu, l'autre qui considère qu'un pendu est validé uniquement si le chandelier suivant clôture en dessous de la clôture. Bon, ici ce n'était pas le cas, mais le pattern était quand même relativement propre. Par contre, derrière, avalement. Donc là, on ne peut pas nier cette configuration technique. Avalement qui enfonce le support qu'on a un peu dans le range. Les 123,3 pour rappel, c'est une belle zone hebdo. Juste ici. Voilà, ça c'est une très belle zone technique, zone de polarité qu'on est venu tester ici. Et donc on a fait une belle clôture daily avec un avalement sous cette zone pour l'instant. Et encore une fois, eh bien, sentiment de trading range et le yen se renforce. Du moins, certaines paires en yen se sont renforcées avec l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Et pareil, hein, si on a une dégradation des indices avec de mauvais résultats à venir ou un essoufflement, eh bien, le yen pourrait aussi profiter de cette situation. Et donc là, pareil, en cas de dégringolade de l'euro, eh bien, le yen devrait se renforcer et donc venir chercher sa moyenne mobile 50, ici, qui devrait remonter sur le milieu de range, à peu près par ici. Et deux, encore une fois, d'aller retourner tout simplement sur la borne basse du range, donc même configuration un peu que sur l'euro GBP, seulement que là on a un range un peu plus grand, mais la situation est la même, c'est une anticipation de range via différents points de contact et l'apparition surtout de plusieurs chandeliers de retournement sur un niveau technique. En données 4 heures, voilà, cassure pour l'instant de la MM50, pullback dessus, donc assez propre. Moyenne mobile 4 heures qui faisait office de support. Donc cassure, pullback, on est revenu tester la zone de polarité et là le marché finalement est en train de repartir doucement mais sûrement à la baisse. Donc à surveiller, mais on pourrait assister véritablement à une correction de l'euro face au yen dans les jours à venir. Les matières premières maintenant avec le gold, en grande forme toujours le gold. On chutait quand même de quasiment 1,7% hier, il me semble. On a fait une belle remontada. Toujours perché, toujours haussier. En même temps, on a des analystes qui révisent à la hausse. Certains parlent de 3000 $ d'ici 12 mois, d'autres 3500. Donc, on est vraiment sur des prévisions assez fulgurantes, j'ai envie de dire, et un peu tirées par les cheveux même. 3000 $, ça me semble un peu ambitieux à horizon 12 mois. Tout simplement parce qu'il faudrait une hausse de quasiment voilà, 53%. Donc si on regarde les prix et qu'on étudie le passé, une hausse de 53% en seulement un an, j'ai un peu de mal. Même si l'on réalise 30% actuellement, voir, c'est sûrement l'une des meilleures années pour le gold. Peut-être ici, on a fait 30%. 30% en 2010, là on est quasiment à 28. Pour ma part, je suis plus sur un horizon 2500 $, mais horizon 12 à 24 mois. Voilà, c'est ma target. 2500 $. 3000, pourquoi pas, hein, si on continue en tout cas ce rythme effréné, mais d'un point de vue technique, j'ai un objectif à 2500 $. En hebdomadaire, bougie flux, et on assiste toujours à aucun retracement sur l'or. Toujours haussier, que ce soit en daily, en 4 heures.
On a eu un léger retracement ici. Peut-être que certains ont profité d'un retour sur les plus hauts, enfin les anciens plus hauts historiques à 1921 pour se repositionner dans le sens de la tendance en mode trend following. Pour ma part, j'attends une consolidation un peu plus importante, étant donné pareil que le gold a un comportement assez particulier, c'est qu'il consolide toujours dans des figures chartistes, de biseau, de triangle, de range. Et donc j'attends tranquillement une consolidation proche de cette zone au cours des prochains jours, prochaines semaines, avant le déclenchement d'un nouveau bull run. Mais sinon, bien évidemment, évitez de vous mettre à contre-courant face au gold. On est quand même face à un mouvement incroyable et d'une ampleur sans précédent. Et donc, il vaut mieux chercher à se positionner sur des replis ou des consolidations plutôt que d'essayer d'attraper un point en haut pour tenter une vente sur le gold, sachant que les fondamentaux et le technique plaident très clairement pour une poursuite de la hausse dans les semaines, jours et mois à venir. Le Brent. Le Brent qui continue de se stabiliser, toujours sous son oblique, en mode pullback. Donc certes, on a une sortie de biseau, mais pour le moment, eh bien, c'est une sortie latérale, un peu comme je vous le disais sur le DAX. Ce qui est dommage, c'est d'avoir une sortie avec une bougie flux, une bougie impulsive. Et là, si j'enlève le rectangle, voilà, très clairement, c'est une sortie latérale. C'est bien dommage. Alors certes, on a eu un avalement haussier sur la zone, sentiment qu'on fait un pullback, mais si on évolue à l'horizontale comme ça ne valide pas forcément à la sortie du biseau, un peu comme sur le DAX, puisque c'est une sortie horizontale et en général, les cassures s'accompagnent bien souvent pour être validées d'une bougie flux impulsive accompagnée de volume. Et là, très clairement, au cours des dernières séances, on n'avait quasiment pas de volume. Donc, toujours un sentiment baissier pour ma part sur le Brent suite à l'apparition de ce chandelier de retournement, cette sortie de biseau un peu larvée, mais derrière, on a les stocks. Alors, je vais dire, mais derrière, il faudrait un catalyseur, et donc on a les stocks de pétrole cet après-midi, et peut-être que ça va être l'élément qui va driver les prix pour les prochaines séances. Le light, même constat, tentative de sortie de biseau hier, on réintègre, avalement, là on est pile poil dessus, zone de résistance, mais sinon, encore une fois, on est tout simplement dans un range. Voilà. Signal technique donné ici, pour le moment ça part pas, invalidation selon moi au-dessus des 42,75, mais le WTI, lui, reste quand même encore enfermé dans son biseau. Donc, on surveillera cet après-midi les stocks de pétrole qui devraient logiquement permettre au prix d'évoluer dans une direction claire. Le Bitcoin maintenant. Pour terminer, 10 900, ça tient, c'était le niveau. Hier, on s'est fait une petite frayeur en tentant de se replier dessous. Finalement, ça tient. Le niveau de résistance fait office de support. Derrière, ça repart. Comme je vous le disais, le prochain objectif est 11K8, 12K. 11K8, pourquoi? Car on a un gap qui est laissé ouvert sur les futurs. Et donc, le BTC a toujours refermé ses gaps.
Et ça me paraît un objectif cohérent, étant donné que les prix sont aussi attirés par les trous de cotation, qu'on a une dynamique haussière, un rallye, qu'on se stabilise, qu'on pourrait encore se stabiliser avant de déclencher voilà, le prochain palier, aller chercher les 12 900. Et ça, c'est le pivot à surveiller derrière pour déclencher encore un nouveau mouvement assez puissant sur le BTC. En hebdomadaire, pour le moment, on a un beau redémarrage haussier, des bougies flux, du volume, parfait, de quoi accompagner une belle dynamique haussière. Et en mensuel, ça va être quand même intéressant de surveiller la clôture mensuelle, puisqu'en fin de semaine, on va avoir une clôture hebdomadaire et mensuelle. Et ici, on constate quand même que les 10 900, ça fait quand même depuis 2018 qu'il n'avait pas été, enfin, qu'on n'avait pas eu de clôture, en tout cas au-dessus de ce niveau. Que des mèches, que des mèches, que des mèches. Et là, d'où l'importance vraiment de confirmer ce niveau, tout simplement. De ne pas céder à la pression vendeuse pour les acheteurs, de garder la main, de garder le cap. Et ce sera déjà un très bon point pour permettre justement d'accélérer. Alors, dynamique haussière, reprise de tendance certes, flux haussier, nouveau bull run, mais encore une fois, les clôtures sur les unités de temps supérieures sont toujours plus importantes que les unités de temps inférieures. Et donc, la clôture mensuelle, pour moi, même si sur les unités de temps inférieures, c'est indiscutablement haussier, très clairement, mais 10 900 en mensuel permettrait justement de confirmer et de renforcer ce scénario à venir au cours des prochaines semaines pour le BTC. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres qui n'ont pas pu être présents pour les stratégies bourse Forex, le replay est aussi disponible sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez avoir un tour d'horizon sur l'ensemble des classes d'actifs. Sinon, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, d'excellents trades et on se retrouve demain pour faire le point sur les marchés après le festival de résultats qu'on va voir au cours de la journée et en partie demain matin.